Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur French Avenue, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage du français, du niveau A2 jusqu'au niveau C2. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode vibrant, motivant, et surtout très humain. Je suis Emily Davis, formatrice en langue française depuis plus de 10 ans, et avec moi comme toujours, un gentleman passionné de langue, d'expérience et de résilience. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur John Miller. Bonjour à tous, merci Émilie, et merci à vous chers auditeurs et apprenants. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast. Le thème que nous abordons cette fois-ci me touche profondément. Comment surmonter les obstacles, les peurs, les échecs, quand on apprend une langue comme le français. J'ai envie de vous partager des réflexions personnelles, des conseils pratiques, mais aussi des histoires que j'ai vécues où j'ai dû affronter des difficultés réelles dans mon apprentissage. Et je suis sûr que cela résonnera chez beaucoup d'entre vous. Oui, parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser du vocabulaire ou des conjugaisons. C'est aussi se battre contre la peur de faire des erreurs, contre la honte de ne pas être compris, contre la fatigue, les doutes, la solitude parfois. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Sans filtre. Avec sincérité. Et avec une seule envie, vous aider à ne pas abandonner. Exactement. Et je veux dire une chose dès maintenant. Chaque obstacle peut être un tremplin. C'est ce que j'ai appris. Il ne faut pas les fuir, mais les comprendre, les apprivoiser, et parfois même les remercier. Parce qu'ils nous montrent ce qui compte vraiment. Alors restez avec nous. Dans cet épisode, je vais poser 3 grandes questions à John. Il y répondra longuement, dans un français clair, riche et fluide, accessible au niveau A2, B1, B2, C1 et C2. Ce format est pensé pour vous exposer à la langue réelle, bien construite, mais compréhensible. Et comme toujours, vous pouvez écouter, répéter, prendre des notes, ou simplement vous laisser porter par la voix et le rythme. Alors installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Et ensemble, on va parler de courage, d'obstacles et de dépassement de soi. John, quand on commence à apprendre une langue étrangère, on se sent souvent dépassé. Les mots nous échappent, la grammaire semble complexe, et on a peur de parler. Peux-tu nous raconter un moment où toi aussi, tu t'es senti bloqué ou découragé dans ton apprentissage du français? Comment as-tu surmonté cette période difficile? Bien sûr, Émilie. Il y a un moment très précis que je n'oublierai jamais. C'était après environ 6 mois d'apprentissage du français. J'avais pris des cours en ligne, je faisais des exercices tous les jours, je regardais des séries françaises, je lisais des articles. Je pensais être sur la bonne voie. Mais un jour, j'ai décidé de participer à un groupe de conversation dans un café francophone de ma ville. J'étais à la fois excité et nerveux. J'étais convaincu que mes efforts allaient porter leurs fruits. Mais ce qui s'est passé a été un véritable choc émotionnel. Quand je suis arrivé, tout le monde parlait vite. Très vite. Je ne comprenais presque rien. Et quand j'ai essayé de m'exprimer, j'ai bloqué. Les mots ne venaient pas. Mon accent me semblait horrible. J'ai bafouillé une phrase, puis une autre, et j'ai vu dans le regard des autres que ce n'était pas très compréhensible. Je suis rentré chez moi avec un sentiment d'échec total. J'ai même pensé, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que c'est trop tard. Peut-être que je n'ai pas le talent. Mais le lendemain, quelque chose s'est passé. J'ai repensé à cette scène. J'ai analysé la situation avec lucidité. Et je me suis dit une chose, ce n'est pas un échec, c'est un révélateur. Ce jour-là, j'ai compris que comprendre une langue chez soi et la parler dans un vrai contexte, ce sont 2 réalités différentes. Et j'ai décidé de m'y préparer activement. J'ai commencé par me reconstruire une confiance de base. Chaque jour, je me suis parlé à voix haute en français, devant un miroir. J'ai simulé des conversations. J'ai noté mes erreurs, puis je les ai corrigées. J'ai aussi enregistré ma voix pour travailler la prononciation. Et j'ai surtout arrêté de me juger. Petit à petit, je suis retourné au groupe de conversation. Et à chaque fois, même si je faisais encore des fautes, je me sentais plus à l'aise, plus clair, plus présent. Ce moment difficile a été un tournant, une étape douloureuse mais décisive. John,
Parfois les obstacles ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur, la peur de l'échec, la fatigue mentale, ou même le doute de soi. Quand on apprend une langue, on est aussi confronté à ces voix intérieures qui nous disent « Tu n'y arriveras jamais ». As-tu vécu ce genre de blocage émotionnel? Et si oui, comment l'as-tu dépassé? Oui, Émilie, cette question est très importante et je pense qu'elle parlera à beaucoup d'apprenants. On parle souvent des difficultés techniques, le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, mais on oublie que l'un des plus grands ennemis de l'apprentissage, c'est notre propre esprit. Il y a eu un moment, au début de ma 2e année d'apprentissage du français, où j'ai connu une baisse de motivation profonde. J'avais l'impression de ne plus progresser. J'écoutais des podcasts, mais je ne comprenais toujours pas certaines phrases. Je lisais des livres, mais je devais consulter le dictionnaire constamment. Et surtout, je ressentais une sorte de lassitude mentale. Je me posais des questions comme « À quoi bon? Est-ce que j'avance vraiment? Est-ce que cela en vaut la peine ?» Je crois que ce type de doute est universel. Il peut surgir à tout moment, mais j'ai compris que pour continuer, il fallait que je change mon rapport à l'apprentissage. J'ai commencé par revenir au plaisir. Je me suis posé cette question simple « Pourquoi est-ce que j'ai voulu apprendre le français au départ ?» La réponse m'a reconnecté à quelque chose de très profond, le goût de la culture, de la poésie, de la beauté de la langue, et surtout l'envie de me sentir plus libre dans un monde francophone. Ensuite, j'ai modifié mes méthodes. Au lieu de m'imposer 2 heures d'études rigides, j'ai intégré le français dans ma vie quotidienne d'une façon plus douce. J'ai changé la langue de mon téléphone. J'ai écouté de la musique française pendant mes trajets. J'ai commencé un journal intime en français. Et surtout, j'ai accepté de faire des erreurs. Et là, quelque chose a changé. J'ai retrouvé le goût, l'envie, et surtout une forme de patience bienveillante envers moi-même. Je ne cherchais plus à réussir vite, mais à vivre le processus. C'est ainsi que j'ai dépassé ces blocages intérieurs. Pas avec de la force brute, mais avec de la clarté, du recul et une bonne dose d'humour aussi. Parce qu'il faut savoir rire de ses erreurs, les accueillir, et continuer d'avancer, un mot à la fois, une phrase à la fois. John, dans le titre de notre épisode, tu parles de te briser et surmonter tous les obstacles sur ton chemin. Cela suggère une vraie détermination, une force intérieure. Est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient cette volonté? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours où tu as pris une décision ferme de ne jamais abandonner le français, quoi qu'il arrive? Oui, absolument, Émilie. Cette décision ferme, ce non négociable intérieur, je l'ai vraiment ressenti une fois, et cela a tout changé pour moi. C'était pendant un voyage à Bruxelles, il y a quelques années. J'étais assis dans un petit café près de la Grand Place. Il faisait froid dehors, mais à l'intérieur, il y avait cette chaleur humaine, ce parfum de chocolat chaud, et surtout, cette ambiance francophone autour de moi. Je comprenais quelques mots, mais pas tout. Et pourtant, je me sentais presque chez moi. Puis, une serveuse est venue me parler, avec un sourire sincère. Elle m'a demandé ce que je voulais. Et là, j'ai bégayé. Je ne trouvais pas mes mots. J'ai fini par parler en anglais. Elle a été très gentille, mais moi, en sortant du café, j'avais les larmes aux yeux. Pas de honte, non, mais une immense détermination. Je me suis dit, plus jamais je ne laisserai une barrière linguistique m'empêcher de vivre pleinement une rencontre humaine. Et à partir de ce jour, j'ai pris une décision intérieure très claire. Je vais continuer jusqu'à ce que je sois capable de vivre, de penser, d'aimer, de rire, de pleurer, de créer, de raconter en français. Peu importe le temps que ça prendra. Cette volonté, elle est née d'une émotion réelle. Et je crois que c'est ça, la clé. L'émotion authentique, c'est le carburant le plus puissant pour apprendre une langue. C'est ce qui transforme un simple projet intellectuel en mission de vie. Depuis ce jour, j'ai affronté des obstacles, bien sûr. Des moments d'ennui, des plateaux, des incompréhensions. Mais je reviens toujours à cette image. Ce café, cette serveuse, ce moment où j'ai senti que le français n'était pas juste une langue étrangère, mais une porte ouverte vers une autre version de moi-même. Alors oui, cette volonté ne vient pas de la force brute, ni de la performance. Elle vient du cœur. Et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent de trouver ce moment personnel, ce déclic, qui fait que l'on décide, une fois pour toutes, de ne pas abandonner. John,
Tu as parlé de détermination et de moments forts qui t'ont poussé à ne jamais abandonner le français. Mais en dehors des grands déclics émotionnels, comment arrives-tu à garder une discipline régulière dans ton apprentissage? Quels sont tes rituels ou méthodes pour rester constant, même lorsque l'envie baisse ou que la vie devient trop chargée? Très bonne question, Émilie. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre une motivation ponctuelle liée à un moment fort, une émotion, un voyage et une discipline quotidienne qui demande constance et patience. La motivation peut être comparée à une étincelle. Elle est précieuse, mais elle ne dure pas toujours. La discipline, elle, c'est le feu qui continue à brûler doucement, jour après jour. Et pour maintenir ce feu, j'ai développé des rituels simples mais efficaces. Tout d'abord, j'ai adopté ce que j'appelle une approche modulaire de l'apprentissage. Cela signifie que je divise mon temps d'étude en petites sessions très spécifiques et ciblées. Par exemple, 10 minutes de lecture d'un article facile, 15 minutes d'écoute d'un podcast en marchant, 5 minutes de révision de vocabulaire dans une application, 10 minutes d'expression écrite, comme un journal ou un message fictif. En tout, cela peut faire 30 à 40 minutes par jour, mais ce n'est jamais lourd ni pénible. Et comme chaque module est court, je peux l'intégrer facilement dans mon emploi du temps, même les jours chargés. Ensuite, j'ai instauré un rituel du matin. Dès mon réveil, je lis une citation en français ou j'écoute un court extrait audio. Cela me met dans l'ambiance, me connecte à la langue dès le début de la journée et me donne le sentiment d'avoir déjà accompli quelque chose. Autre astuce, je garde toujours un petit carnet avec moi, dans lequel je note des mots ou expressions que j'entends dans la rue, dans un film ou en écoutant la radio. Cela m'aide à rester actif, curieux et engagé avec la langue, même quand je ne suis pas en train d'étudier. Mais surtout, ce qui me maintient dans la régularité, c'est une forme de tendresse envers moi-même. Je ne me punis jamais si je rate un jour. Je ne me juge pas. Je me dis simplement, tu continues, à ton rythme, avec confiance. Cette bienveillance intérieure, c'est un moteur très puissant. Et pour conclure, je ne considère pas le français comme une tâche à accomplir, mais comme un compagnon de vie. Je l'invite dans mes journées, dans mes pensées, dans mes rêves parfois. Et c'est cette relation affective qui me donne l'envie d'y revenir encore et encore, avec constance et plaisir. John, dans ton parcours, tu as dû rencontrer des moments où tu te comparais aux autres. Peut-être à des francophones natifs, ou à d'autres apprenants plus avancés. Comment as-tu géré ce sentiment parfois frustrant de ne pas être aussi bon que les autres? Et quels conseils donnerais-tu à ceux qui souffrent de cette comparaison constante? Ah, Émilie, la comparaison. C'est sans doute l'un des pièges les plus courants et les plus douloureux pour tout apprenant. Oui, bien sûr que je me suis comparé. Et plus d'une fois, j'en ai souffert. Je me souviens notamment d'un moment très précis. J'étais inscrit à un cours collectif de français avancé, et dans le groupe, il y avait une femme italienne qui parlait avec une fluidité et un naturel incroyable. Elle plaisantait, racontait des histoires, jouait avec les mots. Moi, je peinais encore à formuler des phrases sans hésiter. Je l'écoutais, admiratif, mais aussi jaloux, frustré, presque découragé. Et un jour, après le cours, je suis allé lui parler. Je lui ai dit, avec beaucoup de sincérité, « Tu parles vraiment très bien français. Comment fais-tu » Elle m'a regardé avec un sourire étonné et elle m'a dit, « Tu sais, j'ai vécu 5 ans à Lyon. Et je fais encore des fautes tous les jours. Mais j'ai arrêté de me juger. » Cette réponse m'a profondément marqué. Elle m'a fait comprendre une chose essentielle. Nous avons tous des parcours différents, des vitesses d'apprentissage différentes, des objectifs différents. Se comparer aux autres, c'est oublier notre propre réalité. C'est comme comparer une graine de chêne à une fleur déjà épanouie. Elles sont différentes, mais elles poussent toutes les deux, à leur rythme. À partir de là, j'ai décidé de changer mon regard. Plutôt que de me comparer, j'ai appris à m'inspirer. J'ai observé ce que les autres faisaient bien, j'ai posé des questions, j'ai échangé, mais sans me rabaisser. Au contraire, j'ai commencé à célébrer mes progrès, même les plus petits. Un jour, j'ai compris une phrase dans un film sans sous-titres. Un autre jour, j'ai réussi à faire rire quelqu'un en français. Ce sont ces petites victoires, invisibles pour les autres, mais énormes pour moi, qui m'ont construit. Et c'est ce que je dirais à nos auditeurs, vous êtes sur votre propre chemin. Il est unique. Il est légitime.
Et il est beau. Ne le comparez pas. Nourrissez-le, cultivez-le, aimez-le. La comparaison est une distraction. Le progrès personnel, c'est la vraie direction. John, apprendre une langue, c'est aussi apprendre à gérer l'imperfection. Personne ne parle parfaitement une langue étrangère dès le début, et pourtant, beaucoup ont peur de faire des fautes. Toi qui as tant progressé en français, comment as-tu appris à parler sans craindre l'erreur? As-tu une stratégie pour surmonter cette peur et oser t'exprimer même quand tu sais que ce ne sera pas parfait? Ah, Émilie, cette question est cruciale. Je pense que la peur de faire des fautes est l'un des freins les plus puissants dans l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est ce sentiment intérieur qui nous fait hésiter, nous fait rester silencieux alors que nous avons envie de parler, qui nous pousse à rester dans notre zone de confort. Au début, je vivais cela très intensément. Je préparais mes phrases dans ma tête plusieurs fois avant de les dire. Parfois, je restais silencieux juste parce que je n'étais pas sûr d'un verbe ou d'un accord. J'avais l'impression que si je faisais une erreur, tout le monde allait le remarquer et que cela allait ruiner la conversation. En réalité, c'était surtout mon propre regard sur moi-même qui était dur, pas celui des autres. Puis, un jour, j'ai participé à un atelier de conversation pour apprenants. Et là, quelque chose d'important s'est passé. Il y avait des gens de tous niveaux, de toutes origines, et chacun faisait des fautes. Mais personne ne se moquait. Au contraire, on s'entraidait, on reformulait avec bienveillance, on riait ensemble. J'ai compris alors que faire une erreur, ce n'est pas échouer. C'est simplement avancer. J'ai donc adopté une nouvelle approche. L'erreur est un professeur, pas un ennemi. Chaque fois que je me trompe, je prends un moment pour identifier l'erreur, je la corrige mentalement, et je passe à autre chose. Pas de drame, pas de honte, juste une petite leçon, puis on continue. J'ai aussi mis en place des exercices spécifiques pour me libérer de cette peur. Parler seul à voix haute, sans pression, pour m'entraîner à formuler spontanément mes idées. Me forcer à parler dans des cafés, des librairies, des petits commerces, même si je devais m'y reprendre à 2 fois. M'enregistrer en train de parler, puis me réécouter pour progresser, pas pour me juger. Et surtout, je me suis donné le droit d'être imparfait. Parce que l'important, ce n'est pas de parler parfaitement. C'est de communiquer, d'exister, de partager quelque chose avec l'autre. Aujourd'hui encore, je fais des fautes. Mais je parle. Et c'est ça, la vraie victoire. John, beaucoup d'apprenants ressentent une baisse d'énergie ou de motivation après quelques mois. Au début, on est enthousiaste, on progresse vite, puis un jour, on a l'impression de stagner. C'est ce qu'on appelle le plateau. As-tu vécu cette sensation? Et comment as-tu su relancer ta motivation pour ne pas t'arrêter à ce moment-là? Oui, Émilie, j'ai vécu ce que beaucoup appellent le plateau intermédiaire, et je crois que c'est un moment presque inévitable dans le parcours de tout apprenant. C'est cette période où l'on n'est plus tout à fait débutant, mais pas encore vraiment avancé. On comprend beaucoup de choses, mais on a encore du mal à s'exprimer avec précision. Et surtout, les progrès deviennent moins visibles. Je me souviens très bien d'un mois en particulier où j'avais l'impression de faire toujours les mêmes erreurs. Je comprenais les grandes lignes d'un film, mais je n'arrivais pas à capter les subtilités. J'apprenais du vocabulaire, mais j'oubliais certains mots au bout de quelques jours. Je lisais, j'écoutais, j'écrivais, mais rien ne semblait vraiment nouveau. Et c'est là que la démotivation a commencé à s'installer. Alors, comment ai-je réagi? Eh bien, d'abord, j'ai accepté. J'ai compris que le plateau n'était pas un signe d'échec, mais un signe de progression en profondeur. Quand on apprend une langue, il y a des périodes d'accélération, puis des périodes de stabilisation. Et cette stabilisation est essentielle. C'est là que les connaissances s'ancrent, que la fluidité se prépare. Mais bien sûr, il fallait relancer l'envie. Et pour cela, j'ai utilisé plusieurs stratégies. Changer de routine, j'ai exploré de nouveaux formats, comme les mini-séries en français, les podcasts d'humour, les livres audio, les pièces de théâtre. Apprendre différemment. Au lieu de mémoriser des listes de vocabulaire, j'ai commencé à créer des histoires personnelles avec les nouveaux mots. M'entourer de la langue, j'ai rejoint un groupe en ligne d'apprenants où l'on échangeait chaque semaine autour d'un thème. Et surtout, je me suis offert un objectif concret, faire une présentation de 5 minutes en français devant un petit public. Cela m'a donné un but, une échéance, une raison de m'accrocher. Ce qui m'a le plus aidé,
c'est de reconnecter l'apprentissage à la vie réelle. Apprendre pour vivre, pas juste pour apprendre. Quand j'ai compris cela, le plateau est devenu un simple passage, pas une impasse. Et je dirais à nos auditeurs, si vous traversez un plateau, c'est que vous êtes en train de consolider. Ce n'est pas un moment vide, c'est un moment fertile. Soyez patient, curieux, et surtout, continuez d'avancer. John, tu as mentionné plusieurs fois l'importance de se fixer des objectifs tout au long de l'apprentissage. Mais comment choisis-tu tes objectifs? Est-ce que tu les adaptes en fonction de ton évolution? Et si oui, comment fais-tu pour t'assurer qu'ils sont toujours pertinents et motivants? C'est une excellente question. Émilie, pour moi, les objectifs sont essentiels, mais il est important de comprendre qu'ils doivent être à la fois réalistes, personnels et évolutifs. Au départ, mes objectifs étaient relativement simples. Apprendre à me présenter, comprendre des conversations de base, lire un livre simple. Mais à mesure que mon niveau augmentait, il est devenu nécessaire de réévaluer mes objectifs pour qu'ils restent à la fois stimulants et adaptés à ma progression. Il ne faut pas avoir peur de changer ses objectifs en fonction de son évolution. Par exemple, au début de mon apprentissage, mon objectif était simplement de pouvoir communiquer dans un café en français. C'était un objectif très concret, qui ne nécessitait pas une énorme quantité de vocabulaire, mais qui me permettait de me concentrer sur les phrases les plus utilisées dans une situation donnée. Cela a été un premier grand pas qui m'a donné une vraie satisfaction personnelle. Puis, à mesure que j'acquérais de nouvelles compétences, j'ai commencé à ajuster mes objectifs. Par exemple, après avoir maîtrisé les bases de la conversation, mon objectif suivant était de lire un livre en entier en français, sans avoir recours aux traductions. Cela m'a permis de renforcer mon vocabulaire, d'améliorer ma compréhension écrite et surtout de découvrir la culture francophone à travers la littérature. Une autre chose que je fais est de diviser mes objectifs en sous-objectifs. Par exemple, pour un objectif ambitieux comme devenir fluide en français, je le décompose en petites étapes comme apprendre à utiliser les temps verbaux de manière fluide, acquérir 50 nouveaux mots par semaine, tenir une conversation de 10 minutes avec un natif. Enfin, il est crucial que ces objectifs soient motivants. C'est pourquoi j'essaie de m'amuser dans mon apprentissage. Par exemple, mon objectif actuel est de regarder un film français sans sous-titres, ce qui est un challenge que j'apprécie beaucoup. Je m'assure que mes objectifs sont toujours pertinents en me posant régulièrement la question: est-ce que cet objectif me fait avancer vers une meilleure maîtrise de la langue, tout en restant agréable à poursuivre? Si la réponse est non, il est temps d'ajuster. La clé, à mon avis, est de voir les objectifs comme des étapes dans un voyage et non comme des finales à atteindre. Chaque petit progrès est une victoire, et chaque objectif atteint, une source de satisfaction qui nous donne l'élan pour poursuivre. John, au fil du temps, tu as dû développer une manière particulière d'appréhender le français et ses spécificités. Mais qu'est-ce qui te fascine le plus dans cette langue? Est-ce qu'il y a une particularité du français que tu apprécies particulièrement et que tu n'as pas retrouvée dans d'autres langues? Ah, Émilie, c'est une question à laquelle j'aime répondre. Le français, pour moi, c'est une langue qui ne se contente pas de dire des choses. Elle exprime des émotions, des nuances. C'est une langue qui invite à la réflexion, à l'imaginaire. Et il y a quelques aspects spécifiques du français qui me fascinent, plus que d'autres. Tout d'abord, il y a la musicalité de la langue. Le français a cette capacité incroyable d'être à la fois doux et fort, fluide et précis. Chaque mot, chaque phrase semble être une sorte de danse des sons. Par exemple, les rimes en « comme dans liberté, égalité, fraternité » créent une harmonie presque poétique. On ressent vraiment cette fluidité lorsqu'on parle, et c'est ce qui me plaît. Le rythme du français me touche, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ensuite, il y a cette richesse de vocabulaire qui permet de nuancer tout. Le français, plus que d'autres langues, offre souvent plusieurs mots pour exprimer une seule idée, chacun avec sa propre nuance et son contexte d'utilisation. C'est une langue qui invite à la précision. Par exemple, on ne dit pas simplement aimer, mais on peut aussi dire adorer, chéri, apprécier, chacun avec une intention différente. Cette possibilité de jouer avec les mots est fascinante. Je suis aussi particulièrement fasciné par la manière dont le français peut transformer un concept ou une pensée en quelque chose de plus profond grâce à ses expressions idiomatiques. Un exemple classique est l'expression « avoir un cœur d'artichaut »,
qui, en quelques mots, résume très bien un aspect émotionnel complexe. En anglais, on pourrait dire « to be a softie », mais l'image que donne l'artichaut est tellement plus riche. Enfin, ce que j'apprécie particulièrement dans la culture française, c'est la façon dont la langue véhicule une histoire, une culture. À travers le français, je découvre des siècles de littérature, de philosophie et même de politique. C'est une langue qui est profondément liée à une tradition intellectuelle qui m'a permis de lire des textes de grands auteurs, comme Voltaire ou Camus, et de comprendre des concepts à un autre niveau. Le français me fascine également pour ses subtilités grammaticales, comme le subjonctif. Cette notion d'incertitude, de doute, de souhait, cette manière de différencier l'action de ce qui pourrait être, ou ce qui est souhaité. C'est une façon de penser que je n'ai retrouvée dans aucune autre langue. En somme, ce que j'aime le plus dans le français, c'est sa capacité à exprimer les nuances de la pensée humaine à travers des mots, des sons et des émotions. C'est une langue qui ne se contente pas de dire des choses, elle nous invite à les ressentir, à les explorer, à les comprendre profondément. Et c'est ce qui rend l'apprentissage du français non seulement enrichissant, mais aussi magique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et motivante, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et collègues qui apprennent le français. Abonnez-vous à notre chaîne French Avenue pour ne pas manquer nos prochains épisodes passionnants sur l'apprentissage des langues et la culture francophone. Nous aimerions également savoir comment vous surmontez vos propres obstacles dans votre apprentissage du français. Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous, et posez toutes les questions que vous avez à propos de l'apprentissage du français. Votre participation est essentielle pour créer une communauté dynamique et motivée autour de cette belle langue. Dans cette vidéo, nous couvrons la gestion des erreurs et comment surmonter la peur de parler. L'importance de se fixer des objectifs réalistes pour maintenir la motivation. Les stratégies pour surmonter le plateau d'apprentissage et rester engagé. La fascination de John pour la langue française et ses aspects uniques. Des conseils pratiques pour améliorer la fluidité en français et continuer à progresser même quand la motivation baisse.